Le 9 mai 2024 marque la mort de Roger Corman. Si vous savez qui c'est, vous pleurez comme moi le départ de l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous expliquer. Roger Corman était un producteur de films américain extrêmement prolifique dans les années 70 grâce à une technique pour le moins originale. Sa spécialité, d'abord en tant que réalisateur et ensuite au travers de sa société de production de New World Pictures, c'était d'acheter des scénarios à la pelle pour des sommes misérables, de choper des acteurs et réalisateurs débutants et donc pas chers, de leur donner des budgets ridicules et par conséquent de produire des films à la pelle. Sur l'ensemble de sa carrière, et que ce soit en tant que producteur ou réalisateur, c'est plus de 400 films qui vont sortir des écuries Corman. Et même si la qualité globale des productions laisse souvent à désirer, pas un seul de ces films ne sera un échec commercial. En même temps, quand ton film coûte moins cher qu'un Big Mac sans frites, tu as forcément plus de chances de rentrer dans tes frais. Et contrairement à Disney ou n'importe quel autre studio qui frôle la faillite à chaque fois qu'ils produisent un film qui va coûter plus d'un demi-milliard de dollars quand on compte les frais de marketing, avoir des films à la rentabilité quasi assurée a permis à Roger Corman de prendre plus de risques en donnant sa chance à de parfaits inconnus. Et beaucoup de réalisateurs et d'acteurs devenus depuis des grands noms du milieu ont pu se faire la main sur les productions Corman. Sans Roger Corman, on n'aurait pas eu par exemple de Joe Dante, le réalisateur des Gremlins et qui avait commencé par monter les bandes annonces des films de New World Pictures. James Cameron aussi, qui a commencé en tant que modéliste sur Les Mercenaires de l'espace et qui finira par réaliser 3 des 5 plus gros succès au box-office de tous les temps, et qui participera au lancement de la carrière d'Arnold Schwarzenegger avec Terminator. Tiens, en parlant de Arnold d'ailleurs, parlons de son rival à l'écran, Sylvester Stallone. Lui aussi a été aidé par Roger Corman, qui lui a offert un petit rôle secondaire dans La course à la mort de l'an 2000, à peine un an avant son rôle légendaire de Rocky Balboa qui l'a vraiment propulsé sur le devant de la scène. La liste est impressionnante. On peut aussi citer Martin Scorsese, qui a fait ses débuts à Hollywood grâce à Corman, même si c'était pas avec New World Pictures, mais en réalisant Bertha Boxcar. Et évidemment Jack Nicholson, que vous devez connaître pour environ 1 million de trucs, comme Shining ou Batman. Mais si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous devez vous demander, quel rapport avec les films d'horreur? Eh bien, il est double en réalité, car avant d'être producteur, Corman était surtout réalisateur, et je vous le donne en mille, réalisateur entre autres de films d'horreur. Et beaucoup des films réalisés par New World Pictures sont à leur tour des films d'horreur, avec Piranha, La Petite Boutique des Horreurs, Hellraiser ou encore Slumber Party Massacre pour ne citer que. Donc, sans film d'horreur, pas de Titanic, pas de Vol au-dessus d'un nid de coucou, pas de Taxi Driver, et c'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui. C'est de montrer l'incroyable impact qu'a eu le genre de l'horreur sur le cinéma, pour essayer de vous montrer, même si vous n'aimez pas les films d'horreur, pourquoi ce genre est pour moi le plus important de l'histoire du cinéma. Alors cette vidéo, elle est dédiée à vous, tous les détracteurs du cinéma d'horreur. Je sais que je vais pas vous convaincre d'aller regarder des films d'horreur parce que vous n'aimez pas ça ou vous avez juste pas envie d'avoir peur, mais le but c'est de vous montrer que ces films sont bien plus que des simples usines à frissons. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Et dans ce deuxième épisode de Creusons, je vais vous montrer tout ce que le cinéma d'horreur a apporté au 7e art. Bon, ok, je sais, c'est débile dit comme ça parce que je vous avais dit qu'il n'y avait pas que de l'horreur, mais laissez-moi vous expliquer, vous allez voir, ça va faire sens. La peur, c'est un instinct primaire, l'une des sensations les plus viscérales que l'on peut ressentir, et pourtant, beaucoup sont toujours à la recherche de ces sensations fortes. Si le cinéma était Disneyland, et au point où on en est, je suis même pas si loin de la vérité, on aurait des films sympathiques et bon enfant, comme It's a Small World ou n'importe quel autre manège tranquille, mais là où le plus de gens vont, c'est au Space Mountain. Et le cinéma, c'est exactement pareil. Depuis son invention, le public a toujours été attiré par les sensations fortes. Et on retrouve des exemples de films d'horreur qui remontent aussi loin que l'existence même du cinéma. Le Manoir du Diable de Georges Méliès ou même le légendaire Nosferatu sont des films qui ont aidé, avec beaucoup d'autres, à la démocratisation du cinéma. Et même l'un des premiers films de l'histoire entière, L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, est ancré dans la peur. Même si on sait depuis que la rumeur était fausse, il se disait que des spectateurs auraient fui la salle pensant qu'un véritable train arrivait vers eux. Parce que le sensationnel fait vendre, et on retrouve encore aujourd'hui ce genre de tactique commerciale, avec des articles qui vont expliquer que le public sort de la salle devant telle scène ou tel acteur n'a pas réussi à tourner telle autre scène dans un autre film. Mais évidemment, le sensationnel n'est pas exclusif à l'horreur. Il existe aussi dans un autre type de film qui en a fait sa spécialité, les thrillers.
Thrill en anglais est un mot qui englobe beaucoup de choses, et une recherche rapide sur Reverso nous montre deux traductions. Thrill, c'est le frisson, de la peur, mais aussi du plaisir. Et oui, un seul mot pour dire ces deux choses, parce qu'on en revient à ce que je vous disais, l'humain aime les sensations fortes, il aime se faire peur, que ce soit en étant propulsé à pleine vitesse sur un grand 8, en exprimant son opinion politique sur Twitter, ou en allant voir un film au cinéma. Et pas étonnant du coup de voir le succès phénoménal du genre du thriller, un genre aux multiples facettes regroupant action, drame, mais également horreur. L'horreur, c'est le meilleur moyen de mettre vos protagonistes en danger immédiat et donc d'engager l'empathie du public, qui ne peut que se demander si les personnages vont vraiment pouvoir s'en sortir. Prenez des films comme Seven, en tout point un film policier avec une enquête à la recherche d'un tueur en série énigmatique, mais le film emprunte à l'horreur dans des scènes de découverte de cadavres. Voir les horreurs que les victimes ont subies ajoute énormément à la dangerosité du tueur et nous engage encore plus dans l'enquête. Le genre du thriller et de l'horreur sont intimement liés. Prenez par exemple Les Dents de la Mer. Le film est défini comme un thriller et pourtant, pour moi c'est un film d'horreur. Je dirais même plus que ça se rapproche carrément d'un slasher. Et quand j'y pense d'ailleurs, Spielberg a beaucoup de films qui empruntent à l'horreur. Si vous avez vu Indiana Jones, vous savez exactement de quoi je parle, ou même Duel, son premier film. Et aussi, bah oui, je mets Jurassic Park dans les films d'horreur. Mais pour en revenir à nos moutons, c'est pas rare de voir quelqu'un dire que Midsommar c'est plus un thriller, ou Black Swan c'est pas vraiment un thriller, c'est plus un film d'horreur. Avec chacun ses arguments, tant ces deux genres sont liés. Mais il n'y a pas que le genre du thriller qui emprunte à l'horreur. Prenez Sam Raimi, ayant connu un succès mondial avec la trilogie Evil Dead, mais que vous connaissez sûrement pour avoir réalisé les 3 premiers films Spider-Man ou Doctor Strange 2. Et bien là encore, on voit dans ces films ses origines dans le genre de l'horreur, avec un film Doctor Strange 2 qui est bien plus sombre et glauque que son prédécesseur, et aussi notamment cette scène dans Spider-Man 2 qui semble directement tirée d'un film d'horreur. L'horreur n'est pas un genre, c'est un outil, un ingrédient que chaque réalisateur peut choisir d'utiliser ou non dans son métrage, indépendamment du type de film qu'il réalise. Comme beaucoup d'autres genres au cinéma en fait. Restons sur Sam Raimi, par exemple. Super fan des 3 Stooges, on retrouve dans ces films d'horreur toujours une petite part de comédie. J'appelle ça l'échelle Evil Dead. Chaque film qui mélange comédie et horreur peut être placé sur cette échelle, allant de Evil Dead 1 à Evil Dead 3. Le premier Evil Dead est un film bien plus horreur avec des personnages très sérieux et très peu voire pas de comédie. Le deuxième film est déjà l'un de mes films préférés, mais possède aussi beaucoup de moments de comédie absurde et burlesque, même s'il continue de contenir son lot de scènes horrifiques. Et le troisième film, enfin, plonge quasi intégralement dans la parodie / la comédie, avec des scènes de mort presque stupides, à la surenchère complètement assumée, et au ton bien moins sérieux. Non, mais je veux dire, les squelettes qui jouent de la flûte, comment ils font? Ils ont même pas de poumons. Parce que ouais, l'horreur se retrouve dans les films à suspense, mais se marie aussi étonnamment bien avec l'humour. Une vanne bien placée peut transformer une situation horrible pour le public en un gag à l'humour noir parfaitement dosé. Alors, on va mettre Scary Movie de côté parce que lui il pousse carrément la parodie au maximum, mais prenez par exemple les Gremlins dont on parlait un peu plus tôt avec Joe Dante. On parle d'un film où des créatures mangent les habitants d'une petite ville, et pourtant le film est hilarant de par toutes les touches d'humour noir et absurde qui viennent atténuer la dureté des situations. L'humour, comme l'horreur, est un ingrédient, et je compte pas le nombre de films qui empruntent de près ou de loin à l'horreur. Je veux dire, Tim Burton a fait du glauque, du macabre et de l'étrange la quasi-intégralité de son esthétique, en réalisant pourtant très peu de films d'horreur. Finalement, les gens adorent mettre les films dans des cases en pensant que tel film est une comédie, celui-là est un documentaire ou celui-là est un film d'horreur, en oubliant que le cinéma est un art sans limite qui prend de multiples facettes et que l'horreur, comme la comédie, l'action, le drame ou le suspense, se mêlent toujours plus ou moins subtilement à n'importe quel métrage. Mais comme je disais plus tôt, l'horreur, ça fait vendre. Le public est toujours à la recherche de sensations fortes, il suffit de voir la quasi-totalité des plus gros succès de tous les temps. C'est des films d'action, ou en tout cas des films où l'action a une place principale. Mais faire un film d'action, c'est difficile, c'est ambitieux et surtout, c'est cher. Alors que faire un film d'horreur, c'est bien plus accessible. Grâce à tout un tas de techniques propres au cinéma d'horreur que je vais pas détailler dans leur intégralité sinon la vidéo ferait 3 heures, mais gardez à l'esprit que, par exemple, avoir un monstre en hors-champ pour les 3/4 du film, ça contribue au mystère et à l'angoisse, alors que mettre une cascade en hors-champ, c'est pas très efficace. L'imagination du spectateur, c'est un outil puissant dans le cinéma d'horreur et il est utilisé de façon quasi permanente. Pourquoi faire un effet gore un peu miteux quand on peut juste laisser le spectateur le faire à notre place? Je vais donner quelques exemples. Prenez ce meurtre dans Vendredi 13.
Oui, c'est graphique, oui, la meuf se prend une hache en pleine tête, mais quand on y pense, est-ce qu'elle s'est vraiment pris une hache en pleine tête? On voit la hache se lever, on a un plan sur la lumière qui bascule à cause de la hache, pour donner un peu de poids à l'arme, la hache s'abat, et après, l'arme est déjà plantée dans la meuf. On ne voit pas le moment de l'impact. Et des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Le crochet à viande dans Massacre à la tronçonneuse, le xénomorphe qui est quasi jamais au premier plan dans le premier Alien, le moment pas très marrant du premier saut mais où vous remarquerez que tout est en hors-champ. En fait, qui a besoin de payer un maquilleur des dizaines de milliers de dollars quand l'imagination du spectateur fait le travail pour nous? C'est ce genre de différence qui permet aux films d'horreur de garder des coûts de production bien plus bas que la moyenne. Couplez ça à la recherche de sensations fortes dont je vous parlais plus tôt, et vous vous retrouvez avec des films ultra rentables. Le retour sur investissement de certains films d'horreur est juste hallucinant, et je parle pas de succès au box-office, mais bien de bénéfices par rapport au coût du film. Et même si les listes varient, il n'est pas rare de retrouver les mêmes noms dans le top 10. Evil Dead, Halloween, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, Le Projet Blair Witch et Paranormal Activity. Ça fait quand même 6 films d'horreur sur 10 des films les plus rentables de tous les temps. Et tous ces films ont été produits avec des budgets très cormaniens, et qui ont pourtant rapporté plusieurs dizaines de fois leur coût de production. Et ça, les sociétés de production s'en sont vite rendues compte, produisant des films d'horreur à la pelle, souvent avec un budget minuscule, dans l'espoir de connaître un retour sur investissement fulgurant. Mais cette façon d'approcher le cinéma d'épouvante, que Corman n'était donc pas le seul à faire, du coup, a aussi eu un effet inattendu. Celui de faire du cinéma d'horreur le porte-parole des idéologies progressistes. Gender fluid. La liberté créative à Hollywood, c'est très relatif. Enfin, surtout au budget du film. Plus le film coûte cher, et plus les gros bonnets et autres investisseurs vont mettre une pression aux réalisateurs et à l'équipe technique pour être sûr que le film génère un profit. Mais dans le cadre d'un film d'horreur avec un budget bien plus discret, et surtout comme on disait plus tôt, une habitude à générer des bénéfices explosifs, beaucoup de studios ont vu une opportunité en or de se faire de l'argent facile. Si le film marche, ils gagnent gros, et si le film flop, ils perdent pas grand chose. Voire même, le film devient un classique dans le temps et ils se feront quand même des millions grâce aux ventes et locations vidéo. Et puisque la rentabilité n'était pas au cœur des préoccupations des studios, beaucoup de producteurs ont donné à leurs réalisateurs une liberté artistique quasiment totale, quand c'était pas le réalisateur lui-même qui faisait produire indépendamment son film au vu des faibles coûts de production. L'horreur a, encore aujourd'hui, une place très à part entière dans le cinéma indépendant, et ce gain total de liberté a permis à beaucoup de réalisateurs qui, je le rappelle, étaient souvent nouveaux dans le milieu, d'injecter beaucoup de leur personnalité dans leur métrage. Ça peut se traduire par le choix d'un acteur principal en particulier, par une ville très chère aux réalisateurs en toile de fond, mais le plus souvent, ça se traduit par des thèmes incroyablement importants et la plupart du temps avant-gardistes. Alors, tous les films d'horreur n'ont pas forcément un fond passionnant, même dans ce milieu on trouve des films de Yes Man avec toujours la même structure narrative et des thèmes qui perdent leur force évocatrice à force d'être recyclés. La franchise Vendredi 13 s'en est fait la spécialité d'ailleurs. Mais force est de constater que beaucoup de réalisateurs de films d'horreur ont su tirer parti de la grande liberté dont ils jouissaient pour mettre sur le devant de la scène des thèmes parfois subversifs et qui n'auraient pas trouvé leur place dans une production destinée au plus grand public. Le thème dans un film d'horreur, c'est souvent son aspect le plus important, il donne du cœur au film et de la motivation à l'histoire. Finalement comme dans n'importe quel film, mais dans un film d'horreur, on prend le thème et on le pousse à l'extrême comme le ferait n'importe quelle œuvre de fiction. On exagère un problème pour mettre en lumière ses ramifications et ses conséquences qui sont-elles bien réelles. Ainsi, on voit partout des films d'horreur utilisant leurs monstres pour personnifier des vices et problèmes de la société actuelle. La figure inarrêtable de It Follows, allégorie à peine camouflée des maladies sexuellement transmissibles. L'incarnation des vices de la chair, du Pinhead de Hellraiser qui mélange plaisir et souffrance. L'impact du deuil sur la famille de Hereditary qui catalysera tout le film, ou l'hôtel Overlook de The Shining qui est peut-être une entité mauvaise dans le film, mais qui est surtout une allégorie pour l'alcoolisme de Jack qui finira par déchirer toute sa famille. Dans un film d'horreur, les thèmes peuvent être aussi libres qu'évocateurs. C'est pas pour rien que quand Jordan Peele, alors connu pour ses sketchs avec son compère Keegan-Michael Key, se lance dans l'aventure de la réalisation, il choisit de faire des films d'horreur. Parce que c'est selon lui le meilleur support pour mettre en scène des thèmes autrement plus complexes. La place des Afro-Américains aux États-Unis avec Get Out, la peur malgré nos ressemblances et notre incapacité à coexister mise en lumière dans Us,
Et évidemment Nope, que j'ai découvert récemment et qui s'est très vite hissé assez haut dans ma liste de films préférés et qui nous met face à l'envie irrépressible de l'homme de contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler avec cette course tout au long du film pour maîtriser Jean Jacket afin d'obtenir un plan impossible. Chacun peut trouver un moyen d'exprimer ce qu'il veut au travers d'une apparition spectrale, d'un monstre venu d'ailleurs ou d'un tueur psychopathe, chaque antagoniste devenant l'incarnation même de ce qu'il représente. Et des fois c'est même pas fait exprès, hein. Prenez la fin légendaire de La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Les protagonistes ont survécu tant bien que mal à une invasion zombie, et le personnage principal passe la tête par la fenêtre pour observer les forces de l'ordre venues endiguer les ghouls, avant de se faire tuer d'une balle en pleine tête par un policier le prenant pour un infecté. Cette scène, extrêmement lourde de sens sur les violences systématiques envers les Afro-Américains et la stigmatisation, n'avait même pas traversé l'esprit de Romero, qui avait engagé Dwayne Jones, indépendamment de sa couleur de peau. Mais ça n'enlève rien à la force de cette scène finale ni à tout le reste du propos du film. Le cinéma d'horreur et même tout le cinéma d'exploitation a toujours été et restera toujours le porte-parole des groupes minoritaires, un média au travers duquel n'importe qui peut être entendu, mais surtout un média qui n'a aucun mal à atteindre le grand public qui tournerait bien souvent le regard face à des films plus intimistes mais moins spectaculaires. Mettre en lumière des problèmes de société dans un drame, c'est bien, le faire dans un film d'horreur qui va attirer beaucoup plus de monde, c'est mieux. Et du coup, chaque voix est représentée dans l'horreur, et les exemples ne manquent pas. On peut citer Blood Quantum, un film où les natifs américains sont les seuls immunisés à un virus zombie, ou la série des Chucky, qui est une franchise bourrée de représentations queer, avec Don Mancini, le créateur du personnage et scénariste principal, qui est homosexuel, et avec Glenn ou Glenda, l'enfant de Chucky, qui est non-binaire, et tout un tas d'autres scènes très codées LGBT que je vais pas expliquer parce que je suis pas spécialiste et parce qu'il me faudrait des heures pour le faire. Une chose est sûre, c'est que dans le cinéma d'horreur, et grâce à cette liberté de thème, tout le monde est représenté. Pour le meilleur et pour le pire, hein, on a des clichés un peu moins fun, comme par exemple celui que le noir est toujours le premier à mourir. Mais parmi toutes les catégories de personnages qu'il y a dans le cinéma d'horreur, il y en a une qui tient une place toute particulière. Et je veux bien évidemment parler de la femme. From her, you bitch! C'est un secret pour personne, mais les nichons, c'est un sacré argument commercial, et les producteurs s'en sont vite rendus compte. Quitte à montrer de la violence graphique et d'avoir la MPAA, c'est-à-dire l'organisme de censure des films américains sur les côtes, autant mettre les bouchées doubles et rajouter des femmes en petite tenue, quand elles ont des tenues tout court d'ailleurs. Le cinéma d'exploitation est tellement devenu le spécialiste d'agiter des paires de bzaises au nez des spectateurs entre deux scènes de meurtre qu'on lui a donné le sobriquet de Blood and Boobs, du sang et des seins. L'objectification de la femme et le cinéma d'horreur, c'est une grande histoire d'amour. Toute excuse est bonne pour caler au moins une femme nue par métrage. Parce que je suis pas expert en culture américaine, mais ça m'étonnerait que toutes les jeunes femmes des États-Unis aient une envie irrépressible de prendre des bains de minuit. Mais la relation entre femmes et cinéma d'horreur est bien plus complexe que ça. Dans les slashers, qui est le sous-genre le plus populaire de l'horreur, la dernière survivante, et je dis bien survivante, est quasi toujours une femme. Bien plus alerte, débrouillarde et empathique que les autres personnages du film, ses qualités lui permettent de survivre au massacre quand tous ses amis tombent un par un. Il s'agit de la Final Girl. Et ce cliché nous a donné certains des personnages féminins forts les plus impactants de tous les temps. Hélène Ripley, Sidney Prescott, Sarah Connor et évidemment Laurie Strode. Autant de personnages féminins forts bien loin de la demoiselle en détresse qui vont réussir à surmonter les épreuves auxquelles elles sont confrontées. Et c'est là que ça se complique. On a dans le même genre un cliché qui objectifie la femme et un qui la glorifie. Et l'opposition des deux a été la source de nombreux débats depuis la sortie du premier Halloween il y a presque 50 ans. Beaucoup reprochaient au cinéma d'horreur une hypocrisie palpable, jouant sur le désir du spectateur en lui agitant des femmes nues sous le nez, tout en prônant une certaine forme d'abstinence. La Final Girl, c'était quasiment toujours une femme à la sexualité discrète voire inexistante, alors que la bimbo du film finissait victime de ce qu'on appelle le death by sex, la mort par le sexe, un autre cliché du cinéma d'horreur qui veut que chaque personnage ayant des rapports sexuels à l'écran connaisse une fin tragique avant même d'avoir pu reprendre son souffle. Ce qui va complètement à l'encontre du message féministe et de l'empowerment que représente la Final Girl, enfin vous voyez un peu le bazar. Mais au-delà de cette opposition, il est clair que la femme a un rôle très important dans le cinéma d'horreur, parce que même en laissant le slasher de côté, il y a d'autres sous-genres de l'horreur où la femme est un sujet principal.
Par exemple, les films dits de règles monstrueuses, où la puberté de la personnage principale sert d'élément déclencheur au film. On peut citer le légendaire Exorciste, Jennifer's Body qui gagne un peu la renommée qu'il mérite, ou évidemment Carrie, le film adapté de la première nouvelle à succès du légendaire Stephen King. Mais le problème avec ces films, c'est qu'ils montrent la sexualité féminine et les menstruations comme quelque chose de monstrueux par essence, ce qui a généré énormément de débats autour du propos de ce genre de film. Et c'est loin d'être le seul sous-genre centré sur la femme qui a souvent posé débat. On peut aussi parler des films de revanche d'agression sexuelle, où l'acte va servir d'élément central à l'histoire avant que la victime ou l'un de ses proches aille se venger sur les coupables. Mais c'est aussi un genre qui est considéré comme voyeuriste, parce qu'il montre souvent l'agression sexuelle à l'écran, ce qui pose énormément de problèmes, mais ce qui est souvent nécessaire pour engager le spectateur dans l'histoire. Un genre où le cinéma français brille pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, avec l'excellent Revenge de Coralie Fargat, désolé si j'écorche le nom, ou le tristement célèbre et irréversible de Gaspard Noé, dont la scène d'agression de plus de 10 minutes s'était révélée un peu trop pour les spectateurs du Festival de Cannes, qui ont quitté la salle sans même voir la suite du film. On peut aussi citer les 2 premiers films de Wes Craven, un véritable génie de l'horreur dont on va reparler dans pas longtemps, et qui avait commencé sa carrière en réalisant La dernière maison sur la gauche et La colline à des yeux. Une chose est sûre, c'est que la femme gardera toujours une place de choix dans le cinéma d'horreur, et même si certains clichés très péjoratifs ont la peau dure, le cinéma d'horreur est devenu le spécialiste d'une pratique dont il était encore récemment le seul adepte, celui de réinventer ses propres codes. Depuis son existence, le cinéma d'horreur n'a cessé d'évoluer et de se réinventer, menant à la naissance d'une pléthore de sous-genres suivant les goûts des spectateurs au fil des décennies. Mais les autres genres devenus fades ne sont jamais restés hors course bien longtemps, grâce à des réalisateurs et réalisatrices qui se sont amusés à se jouer des propres clichés qu'ils utilisaient pour mieux détruire et reconstruire le genre même qu'ils affectionnent tant. Mais avant d'en parler plus en détail, une petite mention honorable à un aspect du cinéma d'horreur que j'affectionne tout particulièrement, les effets pratiques. Je vais passer assez vite sur ce sujet parce que pour illustrer correctement mon propos, il faut montrer des scènes un poil graphiques et YouTube déteste le gore et j'ai vraiment pas envie de faire fermer cette chaîne, mais le cinéma d'horreur c'est vraiment le porte-étendard des effets pratiques. Oui, parce que si j'avais dit plutôt qu'utiliser l'imagination du spectateur était efficace, bah finalement mettre du gore sur l'écran c'est certes un petit peu plus cher que de mettre rien du tout, mais en tout cas c'est infiniment plus efficace pour choquer le spectateur. Et sur ce point-là, l'horreur possède certaines des personnes les plus talentueuses pour ce qui est de réaliser des effets pratiques. Les effets pratiques, au contraire des effets numériques, sont des effets spéciaux réalisés directement sur le plateau de tournage. Par exemple, dans les premiers films de la planète des singes, les singes étaient des effets pratiques avec du maquillage, alors que dans la nouvelle saga, ce sont des effets numériques. Et dans l'horreur, sûrement parce que c'est beaucoup moins cher de faire le moule de la tête de quelqu'un que de payer une équipe entière pour des effets numériques, on a souvent préféré les effets pratiques. Alors oui, en ce moment ça se perd un petit peu avec les techniques numériques qui sont toujours plus efficaces, mais de par son héritage très poussé dans ce qui est prothèses, maquillage et autres animatroniques, le cinéma d'horreur encore aujourd'hui continue d'utiliser des effets en plateau plutôt qu'en post-production. Il n'y a qu'à voir les images de tournage du prochain Alien Romulus pour voir que presque tout est un effet pratique, même les décors alors que c'est vraiment plus la norme. Et cet amour des effets pratiques remonte très loin dans le temps et il laisse son empreinte sur l'entièreté du cinéma d'horreur. À commencer par Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Je vous avais dit qu'on en reparlerait, hein, c'est même pas la dernière fois. Le film met en scène Freddy Krueger qui tue ses victimes dans leurs rêves. Et pour mettre en scène ces scènes où Freddy attaque ses proies dans le royaume des rêves, les équipes de Wes Craven ont redoublé d'inventivité pour pondre des effets pratiques, défiant les lois de la physique à une époque où le numérique c'était, on va dire, très peu développé. Et personnellement, j'adore les effets pratiques. Je trouve que ça rajoute ce petit quelque chose en plus, ce côté un peu palpable qu'on perd beaucoup trop souvent avec les images de synthèse. Et j'adore encore plus voir derrière le rideau tous ces ingénieurs qui redoublent de créativité et d'inventivité pour rendre réel quelque chose qui sort de la tête d'un scénariste. Par exemple, j'aime pas la saga Saw et tout le torture porn, de toute façon j'aime pas l'automutilation non plus, mais il faut admettre que c'est bluffant de voir que presque tous les pièges de la franchise ont été construits de façon fonctionnelle. Voir les équipes techniques retirer à la main les aiguilles de dizaines de milliers de seringues pour en rajouter en caoutchouc ou en silicone, c'est incroyablement bluffant. L'horreur, c'est vraiment le meilleur genre pour tous ces passe-passe d'ingénierie.
Et beaucoup des plus grands maquettistes, spécialistes des effets visuels et autres maquilleurs se sont fait un nom dans des productions horrifiques. Tom Savini, que j'adore, un énorme maître du maquillage, compagnon de longue date de Romero sur ses films de morts-vivants, et dont je ne vais pas pouvoir montrer le travail, parce qu'il est vraiment un magicien et donc peut-être un peu trop réaliste pour YouTube, mais il est aussi responsable des effets par exemple sur Vendredi 13. Donc merci Tom Savini d'avoir lancé la carrière de Kevin Bacon avec un meurtre mémorable. Stan Winston aussi, comment ne pas parler de Stan Winston ? Responsable de la création du T-800, du Predator, enfin quand il était plus joué par Van Damme, du Xénomorphe de Alien et des dinosaures de putain de Jurassic Park, et croyez-moi, cette liste est non exhaustive. La société KNB Effect aussi, que j'adore, fondée par 3 gars, Robert Kurtzman, Greg Nicotero et Howard Berger, qui s'est fait connaître sur des films d'horreur comme Day of the Dead, à l'époque sous la direction de Tom Savini, dont on parlait un peu plus tôt, mais aussi sur Evil Dead 2 de Sam Raimi, dont je vous ai dit que c'était un de mes films préférés, et qui depuis longtemps est partenaire de Tarantino, ayant géré les effets notamment de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Django Unchained, et qui a su élargir son répertoire de production en faisant notamment des animatroniques du premier Narnia. Mais l'horreur, c'est vraiment le genre qui se salit les mains, où tout est palpable, où l'on ressent la chaleur étouffante de l'été texan dans la scène de dîner de Massacre à la tronçonneuse, où chaque meurtre est bluffant, on se demande s'ils ont vraiment utilisé une prothèse pour faire ce truc. Et évidemment, c'est un milieu qui est bourré de personnes talentueuses qui n'hésitent pas à mettre tout en œuvre pour nous apporter leur vision. À l'image de l'incroyable Mad God, un film en stop motion de Phil Tippett qui aura mis plus de 30 ans avant de le sortir et qui est un véritable voyage horrifique qui ne prend jamais le spectateur par la main mais qui offre des vrais visuels aussi dérangeants qu'impressionnants. Perso, j'aime pas tout ce qui est art et essai, j'aime pas trop lire dans un film, mais celui-là je l'ai vraiment adoré malgré son manque de scénario qui explique tout au spectateur. Mais bon, maintenant ce petit interlude terminé, revenons-en à nos moutons. Car si jusqu'ici je vous parlais de ce que les autres genres ont emprunté au cinéma d'horreur, il y a encore un aspect dont il est le spécialiste et qui commence à peine à faire son chemin dans d'autres types de films. Réinventer ses propres codes. Je le disais plus tôt, le genre de l'horreur est ultra codifié, chaque sous-genre possède ses clichés narratifs quand il ne s'agit pas de clichés du genre tout entier. La Final Girl et le Death by Sex dont on a déjà parlé ne sont que des exemples. On peut aussi parler de la scène d'ouverture dite du Cold Open. C'est quand le film s'ouvre sur un meurtre par l'antagoniste principal avant de changer complètement de point de vue et de passer sur les personnages principaux, histoire de vraiment cimenter la menace que représente le tueur. Mais on a aussi le jumpscare, qui est beaucoup plus générique, et je pense que j'ai même pas besoin de vous le décrire tant son utilisation est omniprésente dans le cinéma d'horreur. Et je parle même pas de clichés encore plus communs qui peuvent englober le cinéma dans sa globalité, comme le fusil de Tchekhov. Hold up, wait a minute. Le fusil de Tchekhov, du nom du dramaturge russe Anton Tchekhov, est un procédé narratif ultra répandu dans le cinéma. Le principe est d'avancer un élément de scénario qui semble anodin, mais qui prendra toute son ampleur dans la résolution du métrage. On peut citer par exemple le bouton rouge de la voiture de Men in Black, ou, pour rester dans l'horreur, les connaissances en psychologie de l'enfance de Ginny, qui l'aidera à se défaire de Jason dans Vendredi 13 partie 2. Dans ses écrits, Tchekhov disait que si vous précisez qu'un fusil est accroché au mur dans l'acte 1, il faut qu'il serve dans l'acte 2 ou 3, sinon ça sert à rien de préciser qu'il est là. Mais le problème avec tous ces codes et ces clichés, c'est la banalité qu'ils apportent à un genre dont le but est de surprendre l'audience. Faire un manoir hanté pour la première fois, ça peut faire peur, mais la 20e, plus du tout. Et c'est exactement ce problème que le cinéma d'horreur a rencontré. Dans les années 80, la mode était au slasher, un sous-genre qui reste encore aujourd'hui l'un des plus populaires, mais surtout le sous-genre avec les codes les plus stricts. Des codes mis en place dans Black Christmas en 1974 et démocratisés par le Halloween de John Carpenter en 1978. La structure est la même. Meurtre d'ouverture dont je vous parlais un peu plus tôt, introduction d'un groupe souvent de jeunes adultes, début du carnage par le tueur, la Final Girl découvre les cadavres de ses ex-potes avant de combattre le tueur. La structure est si facile à suivre que n'importe qui peut faire un slasher s'il suit bien la recette. Et c'est ça le problème. N'importe qui a suivi la recette au point d'inonder le marché avec des slashers tous similaires donc inintéressants, et vers le début des années 90, le public est lassé et la mode du slasher est passée. Mais à l'image de ces tueurs, l'horreur a la peau dure et n'a cessé d'évoluer avec son public pour toujours rester dans la course.
avec la naissance de tout un tas de sous-genres au fil des années, le found footage que j'adore et dont j'aimerais un jour parler plus en détail tant ce genre paraît simple mais sûrement l'un des plus durs à réussir, mais aussi le torture porn amené avec Saw et Hostel que j'aime vraiment pas mais bon ça je l'ai déjà dit, avec la mode des remakes des années 2000 lancés par la version américaine de The Ring et qui nous a amené du bon comme du mauvais, comme le Halloween de Rob Zombie que j'aime vraiment pas, mais aussi avec le remake de Vendredi 13 que je trouve vraiment sympathique et le premier remake de Massacre à la tronçonneuse que j'aime vraiment beaucoup mais pas assez préquel et... Bon, enfin bref, je me perds, et vous savez quoi, si vous voulez une vidéo vite fait bonus où je vous donne mon avis sur toute une liste de films d'horreur que vous pouvez me donner si vous voulez, dites-le moi en commentaire, ça ira plus vite, peut-être même je ferai une tier list en live, enfin on verra. Bref, comme je disais plus tôt, chacun de ces genres possède tout un tas de codes qui lui sont rattachés, mais ces codes ne sont pas des règles intransigeantes, et ça les réalisateurs et réalisatrices l'ont heureusement compris. Je vous avais dit qu'on y reviendrait, mais parlons une dernière fois de Wes Craven, qui est pour moi le premier à avoir réussi son coup à une très grande échelle. Il réalise en 96 Scream, un slasher qui suit parfaitement les règles du slasher, à ceci près que les personnages du film savent très bien ce qu'est un slasher, et sont parfaitement conscients des différents clichés du genre. Et Wes Craven s'est amusé à en jouer, avec Randy qui explique comment survivre à un film d'horreur, et la Final Girl, Sidney Prescott, qui se plaint que l'héroïne monte toujours les escaliers alors qu'elle pourrait juste sortir par la porte, avant d'être attaquée par Ghostface, et d'être forcée de monter les escaliers plutôt que de s'échapper par la porte. Et le film est bourré de blagues méta, c'est-à-dire des blagues qui se moquent du propre contenant qui les utilise. Mais pas besoin de faire du méta pour savoir jouer sur les codes. Une manière bien plus simple est de juste prendre un code établi et de le renverser complètement. Et ça date pas de Scream ça. Alors alerte spoiler pour certains films dont certains vieux de plus de 40 ans, mais on peut citer par exemple Massacre au camp d'été ou Sleepaway Camp, un film où ce que l'on pense être la Final Girl est en fait le tueur depuis le début. Ou alors Your Next, un film d'invasion de domicile qui a un sous-genre dont on n'a pas encore parlé, mais où cette fois-ci la Final Girl, qui normalement passe le film entier à être tourmentée et à subir, est ici une survivaliste bien entraînée qui n'hésite pas à casser des gueules. J'adore aussi Happy Death Day, où la Final Girl est déjà très loin des valeurs de gentillesse et d'empathie habituellement attachées au personnage, mais passe ici tout le film à mourir encore et encore en étant bloquée dans une boucle temporelle jusqu'à ce qu'elle ait réussi à combattre le tueur. Mais le meilleur exemple qui utilise les clichés d'horreur à son avantage, c'est La cabane dans les bois. Je ne sais même pas par où commencer et j'ai vraiment pas envie d'en dire trop, mais le film entier est une lettre d'amour aux clichés de l'horreur. Chaque cliché est expliqué de façon logique et sert le scénario, comme si tout était calculé. Chaque personnage, par exemple, est très complexe et très loin de son archétype qu'il pourrait représenter, et pourtant le scénario va les forcer à s'aplatir pour rentrer dans le moule qui leur correspond. J'ai vraiment pas envie d'en dire plus, mais sachez que le film est vraiment bien, et si vous êtes déjà fan d'horreur, c'est sûrement un classique qu'il ne faut absolument pas rater. Les clichés d'horreur ne sont des freins que pour ceux qui le veulent. Heureusement tout le monde n'est pas comme ça, et même si l'on garde la structure basique du film, il suffit de rajouter quelque chose en plus pour rendre le film unique, même si bon, 90% du scénario est assez convenu. Prenez Freaky, un film de Christopher Landon qui a fait Happy Death Day. Dans Freaky, la Final Girl et le tueur ont échangé leur corps. Alors oui, c'est débile, mais déjà c'est super unique et en plus c'est vachement drôle et il y a des vraies situations que vous verrez que dans Freaky. J'aime bien aussi, si on reste dans les trucs assez récents, Totally Killer. Encore un slasher, mais cette fois-ci l'héroïne de notre époque voyage dans les années 80 pour essayer d'arrêter la série de meurtres d'un tueur de l'époque. Donc elle sait déjà de base qui va mourir et quand. Mais je crois que mon film récent préféré qui joue vraiment avec les codes du slasher, c'est Malignant, un film de James Wan, le mec derrière Conjuring et Saw. Et ici, l'héroïne a des visions psychiques du tueur et tente de l'arrêter avant de comprendre la vérité dans l'un des plot twists les plus dingues qu'il m'ait été donné de voir. Bon, je sais que c'est chiant quand quelqu'un dit « Allez voir le film et vous faites pas spoil », mais là je vous jure, allez voir le film et vous faites pas spoil, ça vaut vraiment le coup. Avoir un genre rempli de clichés peut paraître réducteur et monotone, et certaines productions vont complètement dans ce sens. Mais avec suffisamment d'inventivité, ces clichés deviennent des outils narratifs bourrés de potentiel. Et même si l'horreur est clairement le grand gagnant des clichés, il y a un autre genre de production qui commence aussi à se jouer de ses propres procédés narratifs. Les films de super-héros. Alors, j'apprends rien à personne quand je dis que les films de super-héros se ressemblent un peu tous, avec certaines exceptions, mais il faut admettre que leur structure narrative et les différents clichés qu'elles amènent rivalisent avec ceux des films d'horreur. Et même si les exemples ne sont pas aussi nombreux que pour les films d'horreur,
on a quand même des séries et films de super-héros qui renversent les clichés comme le font certains films d'horreur. Alors là, le gros exemple qui me vient en tête, c'est surtout la série The Boys, qui est un peu les Avengers de la décadence et qui nous montre un monde où les super-héros sont bien loin de l'idéal de justice et d'humanité qu'on leur associe. Mais on peut citer d'autres exemples, Umbrella Academy, Invincible, Hancock, même si le film est pas bon, faut admettre quand même qu'il joue pas mal sur le code du super-héros, mais je pense quand même que ce genre de pratique restera toujours plus intéressante dans un film d'horreur, parce que sous leur apparence simple et parfois même stupide, l'horreur est bien souvent infiniment plus profonde et intéressante que l'on peut le penser. Ça restera toujours un genre avant-gardiste, innovateur, grand public, terrifiant, mais surtout, et par-dessus tout, un genre qui passionne. Des passionnés dont je fais partie, avec des dizaines de milliers d'autres rien que sur YouTube, et aucun d'entre eux n'aura du mal à vous dire et à vous prouver que l'horreur est véritablement le genre le plus impactant de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, vous avez même pas idée à quel point j'ai dû le travailler celui-là. J'ai réécrit le script 5 ou 6 fois et je sais que j'ai pas encore parlé de tout parce que mon but c'est de faire des vidéos qui restent entre guillemets courtes, même si là on approche les 40 minutes. Mais bon, il faut savoir quand même que si un jour vous voulez que j'apporte plus de détails sur un des points que j'ai abordés dans ce creuson, faites-le moi savoir en commentaire. Moi j'adore faire ce genre de vidéos, même si j'adore aussi faire les épisodes normaux de la caverne. Mais bon, même si c'est beaucoup plus dur d'écrire ce genre d'épisode, je dois admettre que c'est quand même vachement plus sympa de parler d'un sujet en profondeur plutôt que de parler juste d'un jeu ou d'un film. Mais ça n'empêche que je ne ferai pas que des épisodes de creuson parce que putain celui-là a failli me rendre dingue, je vous jure vraiment. C'est pas que je suis pas content du résultat final, c'est juste que j'ai l'impression de pas avoir tout dit parce que comment tu veux que je dise tout ? Donc forcément, il reste des choses à dire, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai sûrement un jour. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. En attendant, je vais enfin faire les épisodes que je voulais faire sur les jeux Marvel qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritent. Alors pour le moment, je me concentre sur 2 jeux, c'est-à-dire le jeu Les Gardiens des Galaxies, qui est vachement plus sympa que ce que les gens pensent, et sur Midnight Suns, qui a fait un flop monumental, alors que bon, pour une fois, on avait un bon jeu Marvel avec une équipe pas trop connue. Mais bon, là, faut déjà que je finisse les jeux, il faut ensuite que je me prépare, donc bref, ça va prendre un peu de temps, ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo et qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup, c'est grâce à vous que la chaîne grandit petit à petit. Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous continuerez à suivre la chaîne et que vous grandirez avec moi, avec ces vidéos. En tout cas, il me reste des choses à faire, alors je vous laisse, et je retourne fouiller ma caverne.